Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une procédure juridique assez particulière au Sénégal, le rabat d'arrêt. Oui, bonjour. Et cette procédure s'est retrouvée vraiment au centre de l'actualité avec l'affaire Ousmane Sonko, tout récemment. Exactement. Alors, on va essayer de décortiquer ça en se basant sur le compte-rendu d'une audience qui s'annonce cruciale devant les chambres réunies de la Cour suprême. Mhm, Pour situer un peu, cette procédure de rabat d'arrêt, elle fait suite à une décision de la Chambre pénale de la Cour suprême, une décision qui date du 4 janvier 2024. c'est ça. Donc l'idée, c'est de comprendre ce recours spécifique et puis les arguments qui ont été échangés. Alors, allons-y. Oui, alors le rabat d'arrêt, faut bien comprendre, c'est pas n'importe quel recours. C'est vraiment une voie de droit, disons, exceptionnelle. Exceptionnel, c'est-à-dire? Ça permet à une partie, ou même au procureur général de la Cour suprême, de demander à la Cour de, en quelque sorte, revenir sur sa propre décision, de l'annuler ou de la modifier. Mais attention, les conditions sont hyper strictes. D'accord. Il faut prouver qu'il y a eu une erreur de procédure. Et point très important, une erreur commise par les juges de la Cour suprême eux-mêmes. Ah oui, pas une erreur des avocats ou des parties. Non, non, pas du tout. Une erreur interne à la Cour. Et il faut aussi que cette erreur ait eu un impact direct sur la décision finale. C'est ça qui est assez fascinant ici. Ça vise une potentielle faille au sommet de la pyramide judiciaire, quoi. Je vois. Donc on n'attaque pas le fond, mais la forme, la manière dont la Cour a travaillé en interne. C'est exactement ça. Et si on suit notre source qui détaille l'audience, c'est bien là-dessus que les avocats de M. Ousmane Sonko ont axé leur plaidoirie. C'était quoi leur argument principal alors? Alors, leur thèse, telle qu'elle est rapportée, c'est que la Chambre pénale, donc une des formations de la Cour suprême, aurait fait une erreur de procédure en janvier. Mhm. Selon eux, la Chambre aurait dû faire quelque chose de très précis. Suspendre son jugement. On dit surseoir à statuer en termes juridiques. D'accord, surseoir à statuer. Mais pourquoi? Pour quelle raison suspendre? C'est là que ça devient un peu pointu, non? Tout à fait. L'argument, c'est que la Chambre pénale devait se prononcer sur une question qui touchait à l'article 260 du Code pénal. Oui, Et la défense de M. Sonko disait, attention, cet article il pose peut-être un problème de constitutionnalité. d'accord. D'après eux, la loi organique sénégalaise est claire. Quand la Cour suprême est face à une question comme ça, une potentielle inconstitutionnalité, elle doit obligatoirement la transmettre au Conseil constitutionnel. C'est lui le gardien de la Constitution. Donc, pour résumer leur point, l'erreur de procédure, ce serait que la Chambre pénale n'a pas fait cette transmission obligatoire au Conseil constitutionnel avant de rendre sa décision en janvier. C'est ça? Voilà, c'est précisément ça le nœud de l'argumentation pour demander le rabat d'arrêt d'après la source. Il considère que cette étape de transmission était indispensable. Et son absence, ça vicie toute la procédure suivie par la Cour suprême elle-même. C'est clair? Très technique, mais clair. Et la partie adverse, alors? Les avocats de M. Mamemba Nyang, qu'est-ce qu'ils ont répondu face à cet argument très procédural? Alors là, il faut être précis, l'auteur de notre source, c'est important de le dire, est Monsieur Ciré Clédor Ly, qui est un des avocats de Monsieur Sonko. Oui, et d'après son compte-rendu, la défense de M. Nyang, bon, à une exception près, se serait assez peu attardée sur ces questions de pure procédure devant la Cour suprême. Ah, d'accord. Leur plaidoirie aurait porté sur d'autres aspects du dossier. Encore une fois, c'est la perspective rapportée par cet avocat dans le texte qu'on analyse, Bien sûr, c'est important de le souligner. Et puis il y a eu un autre acteur clé, le ministère public. le procureur général. Oui. Quelle a été sa position? Alors lui, il a introduit une dimension complètement différente. Il n'a pas vraiment contre-argumenté sur l'erreur de procédure elle-même. Non, il a demandé autre chose. Ah bon? Quoi donc? Il a demandé aux chambres réunies de déclarer la demande de rabat d'arrêt, sans objet. Sans objet? Mais comment ça, sans objet? Si la question de la procédure se pose. L'argument du procureur général, c'est qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose d'extérieur à la procédure. Ah, Une loi d'amnistie a été votée. Ah, la loi d'amnistie, ouais. Et selon lui, cette loi, comme elle pourrait effacer les condamnations en question, ça rendrait inutile de débattre pour savoir s'il y a eu une erreur de procédure dans le passé. En gros, pourquoi corriger une procédure si la condamnation elle-même est effacée par l'amnistie? Je vois la logique. Ça met en balance la régularité de la procédure judiciaire avec une décision politique, législative en fait. Exactement. C'est un argument qui sort du cadre purement judiciaire initial pour introduire un élément législatif postérieur. On sent bien la tension là. D'un côté l'argument procédural pur, de l'autre l'argument de l'amnistie qui rendrait tout ça caduc. Alors,
Comment les juges ont réagi? Les chambres réunies, qu'est-ce qu'elles ont décidé à l'issue de cette audience? Eh bien, d'après notre source, après avoir écouté tout le monde, les avocats des deux côtés, le procureur général, les chambres réunies, qui sont justement là pour trancher ces questions très complexes, Oui. ont mis l'affaire en délibéré. C'est-à-dire qu'elles se sont retirées pour réfléchir et prendre leur décision. Et cette décision, elle était attendue très vite, le jour même de l'audience, à 15h30. D'accord, donc au moment où on se base sur cette source, la décision était imminente. Pour résumer, on avait donc cette confrontation, d'un côté la défense de Sonko qui dit « il y a une erreur de procédure interne à la Cour, il faut la corriger ». C'est ça. Et de l'autre, le ministère public qui dit « peu importe l'erreur passée, la loi d'amnistie est arrivée et clôture le débat ». Exactement. Et au-delà de ce cas précis, ça soulève une question vraiment fondamentale, je trouve. Laquelle? Comment une Cour suprême, ou n'importe quelle haute juridiction d'ailleurs, doit-elle jongler entre deux impératifs? D'un côté, garantir le respect hyper strict de ses propres règles de procédure, c'est quand même la base de la sécurité juridique, de l'équité. Oui, c'est essentiel. Et de l'autre côté, tenir compte d'événements extérieurs, comme une loi d'amnistie votée après coup par le législateur, qui change radicalement la donne pour les personnes concernées. C'est une question très pertinente sur l'équilibre des pouvoirs et la finalité de la justice, finalement, entre la pureté procédurale et l'effet d'une loi nouvelle. Tout à fait. Qu'est-ce qui prime? La logique interne de l'appareil judiciaire ou la volonté du législateur qui peut avoir une visée d'apaisement, par exemple? Voilà, je pense que ça donne matière à réfléchir sur comment fonctionne l'état de droit face à ce genre de tension.